qui est l'administrateur général d'Alerte RDC. Monsieur Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Je viens de le dire, vous êtes administrateur général d'Alerte RDC. Les mandats de la MONUSCO prolongés d'une année jusqu'en 2025. Comment vous jugez ces prolongements de... C'est vrai que cette question de la transition, comme on l'appelle, de la MONUSCO, c'est-à-dire du retrait progressif de la MONUSCO de notre pays, sinon du désengagement de la MONUSCO, c'est une question qui est très instrumentalisée d'abord par les uns les autres et ça crée un peu une sorte de confusion. Mais ici, je dois dire que ça ne devrait pas être une surprise que les Nations Unies prolongent, n'est-ce pas, d'une année encore, comme à l'accoutumée, le mandat de la MONUSCO, parce qu'il n'a jamais été question du retrait définitif de la MONUSCO. Il a été question du retrait progressif de la MONUSCO. Et cela veut dire que progressivement, la MONUSCO devrait se désengager de certaines zones dans lesquelles elle se trouvait. C'est déjà chose faite. Ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à le faire. Beaucoup de leurs positions dans différentes provinces ont été remplacés par la police ou certaines forces congolaises, avec bien entendu des conséquences que chacun pourrait juger à sa manière, et que en ce moment-ci, la MONUSCO ne pourrait pas rester chez nous si les Nations Unies ne lui donnent pas mandat. C'est pour ça qu'il est un exercice régulier et permanent. Chaque année, il faut qu'en cette période, cet exercice se fasse. Mais là où ça porte un peu au regret, c'est la déclaration de la ministre des Affaires étrangères qui est totalement en opposition avec les élucubrations, je dirais, permettez la force du mot, et de son prédécesseur, et qui certainement pour des raisons populistes, pour des raisons politiciennes, a essayé même de révolter certaines populations congolaises mal outillées, en parlant de l'anticipation du retrait de la MONUSCO, comme s'il s'agissait du retrait, et si encore plus, comme si nous étions, nous, Congolais, à même d'assumer réellement, et là c'est vrai que cela nous revient, ça ne revient pas à la MONUSCO de faire le travail de nos forces quelconques de sécurité, mais nous les avons invités chez nous, et ils ont, ou est là, la MONUSCO, une mission à assumer, et qui ne répond pas forcément à ce que nous aurions bien voulu que ce soit, mais il faut comprendre que c'est une mission des Nations Unies, il faut préciser, et nous, en son temps, nous avons pensé que c'est générique de parler de cette mission telle qu'elle est détaillée, mais qu'il fallait requalifier en fonction des réalités du terrain pour rendre la MONUSCO un peu plus répondante par rapport aux besoins sur terrain. Vous avez suivi l'un des nôtres de la société civile de Beni qui s'inquiétait sur la question. C'est vrai, c'est parce que à la limite, on peut dire qu'il y a ces questionnaires sur la MONUSCO, mais il faut dire que la MONUSCO répond à une mission négociée par notre gouvernement. Donc c'est à notre gouvernement de préciser ou de bien négocier la mission des Nations Unies pour que celle-ci soit plus efficace à nos yeux en tant que population. Est-ce que ce n'est pas un rétropédalage pour le gouvernement congolais qui avait déjà signé un plan de retrait pour ses militaires onusiens? Oui, ça peut paraître comme un rétropédalage de la part du gouvernement. Je l'ai évoqué, n'est-ce pas, la contradiction entre les deux positions du ministre actuel, de la ministre actuelle et son prédécesseur. Mais que cela ne tienne, il fallait que tous les deux puissent être précis. Il n'a jamais été question du retrait de la MONUSCO en tant que telle. Quand on parle de la transition de la MONUSCO, on parle d'un désengagement
de la MONUSCO. C'est-à-dire, le soi-disant retrait devrait se faire de manière progressive. Ce n'est pas que du coup, du jour au lendemain, toutes les forces onisiennes devraient sortir, partir, rentrer chez elles, je ne sais pas où, et que c'est fini, l'affaire était close. Non, ça n'a jamais Alors été maintenant, le par cas. rapport à la lecture de la société civile qui peint un tableau tout à fait sombre par rapport au bilan de la MONUSCO, qui jusqu'à aujourd'hui n'a rien fait, même si on prolongeait les mandats, est-ce que croyez-vous que le bilan pourrait cette fois-ci changer? Sans prendre la défense de la MONUSCO face à mon compatriote et collègue de la société civile, posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines zones de notre pays, sans la MONUSCO, quelle serait-elle la sécurité dans ce coin-là? Donc, c'est-à-dire qu'ici, la question est de répondre à un certain besoin tel qu'il a été négocié. La MONUSCO, ni la communauté internationale dans son ensemble, ne pourrait jamais remplacer les forces de sécurité, de défense et de sécurité de notre pays. C'est à nous, n'est-ce pas, la RDC, c'est au gouvernement de la République de pouvoir s'assumer. Or, vous l'avez senti et vous avez parlé du rétro-pédalage, ce qui n'est pas très loin de là, malheureusement, et cela signifie une chose, et laquelle, c'est que le gouvernement, à l'heure actuelle, se sent dans l'incapacité de jouer pleinement son rôle, raison pour laquelle il sollicite encore que la MONUSCO puisse rester et l'épauler dans certaines zones. Alors, quelle est votre lecture par rapport à la confusion? Vous venez de suivre, il y a eu confusion entre les militaires ougandais et les FARDC. Vous savez que depuis un certain moment, il y a eu une opération conjointe entre les FARDC et le UPDF pour traquer les ADF. Comment vous avez analysé cette confusion entre les deux armées? Oui, ce genre d'incident dans le théâtre des opérations, dans une guerre, ça peut arriver. Et ça peut arriver lorsqu'il n'y a pas une bonne coordination des commandements. Et parce que il y a des forces congolaises qui ont leur commandement, les forces ougandaises en ont le leur, et cela fait que s'il n'y a pas une sorte d'organisation, de coordination de manière verticale, où il y a un commandement en haut qui donne des orientations jusqu'en bas, et ces genres d'incidents peuvent être constatés. Et malheureusement, ça coûte parfois des vies humaines. Mais parlant des UPDF, ma position est claire là-dessus. Et les forces ougandaises sont des forces d'un État qui attaque notre pays d'une façon ou d'une autre, au même titre que le Rwanda. Et c'est ça l'aberration chez nous. Et moi, je ne vois pas comment il faut prendre un des agresseurs de sa famille et l'envoyer sécuriser ses frères et sœurs. Moi, je trouverais ça une aberration. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? On en est encore là. Et tant qu'ils sont là, c'est le pouvoir en place, c'est le gouvernement qui sait pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font réellement, est-ce qu'ils le méritent? Parce que la communauté internationale, les États-Unis, les Nations Unies ont indexé aussi bien le Rwanda que l'Ouganda de tentatives ou du moins de déstabilisation de la RDC. Pour clore ces chapitres, quelle est votre lecture personnelle? Est-ce qu'il faut toujours continuer à garder la MONUSCO ou bien du coup chercher comment faire partie de ces forces et trouver des mécanismes? Notre énergie ne devrait pas être utilisée dans la recherche d'une réponse à vouloir savoir si la MONUSCO devrait ou ne devrait pas partir, parce que qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, la MONUSCO devra partir, elle n'est pas congolaise. Mais nos énergies devraient plutôt être utilisées dans la recherche de renforcement. Comment renforcer nos forces de défense et de sécurité? C'est de cette question-là qu'il faut débattre dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à nos dirigeants d'être plus conséquents, de prendre toutes les dispositions, toutes les mesures qui s'imposent pour que notre armée réponde réellement aux exigences d'une armée régulière qui défend proprement l'intégrité de son territoire national, parce que à l'heure qu'il est, on ne peut pas dire que cette raison, pour des raisons qui sont, que cette question pourrait être considérée de cette manière, pour des raisons qui sont très connues. Notre armée n'est pas suffisamment outillée et le commandement est ce qu'il est, et il y a beaucoup à refaire, d'où la nécessité impérieuse, n'est-ce pas, de réorganiser nos forces de défense et de sécurité, d'apporter de vraies réformes
réformes structurelles et de placer les personnes qu'il faut à des places qu'il faut et mieux équiper nos forces ainsi que leur famille, parce qu'il ne faut pas envoyer quelqu'un au front pendant que quelque part il sait que sa famille est en insécurité quelque part sur le plan social. Donc il y a tellement de choses à faire et que nous devons être conséquents. Le chef de l'État doit prendre cette question très très au sérieux plutôt que d'autres questions que nous mettons en avant-plan. Celle-là devrait être prioritaire. Jeff Pambi, vous êtes administrateur général des alertes RDC. Je reviens vers vous vers la fin de ce journal. Parlons toujours de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La communauté Teke rebondit sur le dossier Mobondo dans le territoire de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, avec des violences exponentielles et dont le bilan reste catastrophique. La communauté Teke demande au gouvernement, avec son appui, de mener des missions de pacification à la suite du prétexte de la hausse des redevances coutumières. Le porte-parole de la structure de réflexion pour la pacification de Kwamouth appelle au retour de la paix avec un plan de réhabilitation des infrastructures détruites pour la réorganisation économique de ces territoires. Puisque nous parlons de Mai-Ndombe, sachez que la génération consciente de cette province a primé les meilleurs lauréats de Mai-Ndombe, de Kinshasa et des provinces. Ces meilleurs lauréats se sont distingués en 2024, hommes et femmes qui ont vendu positivement l'image de la province de Mai-Ndombe, parmi lesquels figure Foxine Bokoudi, qui a obtenu les trophées de mérite en qualité d'une femme influenceuse qui s'est fortement distinguée par ses actions. Et sachez que c'est la deuxième fois que la GECOMA organise ce genre d'activité. Jeff Pambi, vous avez suivi la recrudescence des cas de tuerie dans le Mai-Ndombe. La société civile lance un cri d'alarme aux autorités. Si l'autorité n'intervient pas, en tout cas, les Teke finiront par mourir. Alors, comment vous analysez ces conflits Teke-Yaka qui prend de l'ampleur et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de solution? C'est une situation assez complexe, mais ce qui m'inquiète le plus dans ceci, c'est le silence de ce qu'on appellerait la notabilité de l'espace Grand Bandundu, et particulièrement de la province du Kwango et du Mai-Ndombe. Et parce que, en fait, cette question, si vous voyez bien, quand elle a commencé, ou ces exactions, ou tous ces troubles, quand ils ont commencé, c'était une affaire Teke contre Yaka, avec tout ce qu'on a avancé comme argumentaire pour soutenir cette mauvaise cause, bien sûr. Mais aujourd'hui, figurez-vous que ces phénomènes dits Mobondo sévit déjà dans l'espace Congo central, où il nous est rapporté des mêmes faits dans le territoire de Madimba. Et alors, allez-y, vous posez la question. Et finalement, qu'est-ce qui se passe derrière cette chose? Et si hier, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, appelait les députés de l'espace Est RD congolaise de pouvoir quitter les groupes armés, de ne plus instrumentaliser ou de ne plus soutenir les groupes armés et consorts. Alors je poserai cette même question au deuxième vice-président aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il de ce qui se passe dans sa province à lui, qui est la province du Kwango, couplée au Kwilu et Mai-Ndombe? Il ne lève pas le ton, il ne parle pas plus que les autres. Et ceci nous inquiète beaucoup, d'autant plus que l'alerte RDC est très impliquée dans la question du Mai-Ndombe, qui est une province très sensible, qui a déjà connu des exactions très déplorables et qui est à l'entrée de la ville capitale de Kinshasa. Or, ce phénomène est déjà dans nos murs de Kinshasa. Alors, c'est très inquiétant et nous lançons le même appel que certains de cette province, ou du moins la société civile de cette province, à l'endroit de nos autorités, de prendre cette question
très très au sérieux et de lever des options conséquentes pour résorber ce problème le plus rapidement possible. Mais quelle serait la solution, puisqu'il y a eu réconciliation entre les TEC et les Yaka sous même l'égide du chef de l'État, mais sur terrain, rien n'a changé. Les TEC sont toujours victimes de tueries de la part des Yaka. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire, et je pense que les gens vont derrière cette couverture TEC et Yaka pour poser d'autres faits qui en fait ne sont pas... En fait, le TEC et Yaka, on dirait que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et le problème semble être ailleurs, un peu comme ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc, je crois que c'est pour ça que j'interpelle le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je fais cette corrélation des faits, pas pour rien, pour que, en fait, il est et ils sont aux affaires. Hier, il parlait de ce qui se passe, il stigmatisait les autres à l'Est. Aujourd'hui, ça se passe dans son fief à lui et il reste bouche bée. Et c'est ça qui nous inquiète. Et si on devrait parler seulement du conflit TEC et Yaka, aujourd'hui qui s'étend dans le territoire de Madimba. Qu'est-ce qui se passe là dans le territoire de Madimba? Parce que Alerte RDC du Congo central nous informe des exactions du même genre qui se passe dans le Grand Bandundu, qu'on retrouve maintenant dans le Congo central. Alors on se pose des questions et c'est au pouvoir central de pouvoir prendre des mesures conséquentes de sécurisation de nos populations et de dénoncer, et la population, nous l'appelons à dénoncer tout ce que elle constate des suspects, et les services de sécurité devraient être outillés encore davantage pour que ces services puissent faire leur travail, notamment traquer non pas ceux qui commettent seulement des exactions sur le terrain, mais surtout ceux qui commanditent ces opérations. Parce que selon votre analyse, on a du mal à croire que ce soit juste ces pauvres assassins que nous voyons dans cet espace-là, qui soient les auteurs intellectuels, comme on dirait, de ce qui se passe. Donc, selon votre analyse, vous ne croyez pas que ce soit un conflit purement TEC et Yaka, puisque les conflits s'étaient tendus jusqu'au Congo central. C'est qu'il y a une force derrière qui se cache derrière. Bien sûr, et officiellement en son temps, nous avons entendu les officiels de ce pays dire, je venais de les citer, d'en citer en tout cas certains, dire qu'il y avait des tireurs de ficelles. Et quand on parle de tireurs de ficelles à Kinshasa, ça veut dire les hommes politiques qui en tirent un bénéfice. Et qu'est-ce qui peut tirer tel bénéfice dans le sang qui coule de ses compatriotes? Merci Jeff Pambi, vous êtes administrateur principal de Alerte RDC, mais vous avez participé, je pense, à la cérémonie de remise des trophées. L'un de vôtres a été quand même honoré. Comment vous avez aperçu ces trophées? Oui, absolument. C'est un réel plaisir de participer à cette activité culturelle de l'espace Maïndombe, organisée par GECOMA. Vous l'avez cité ici, pour nous, on ne pouvait pas manquer cette activité, surtout dans la mesure où nous l'avons dit, le Maïndombe est une province très sensible aujourd'hui, qui est minée par le venin de séparation et de division et toutes sortes de faits qui ne permettent pas à ce que cette province puisse se développer. Et lorsque les jeunes prennent une telle initiative et associent les anciens, je pense qu'il était de notre devoir d'y prendre part, et nous félicitons les GECOMA et nous félicitons Floxine Bonkouti, qui est un membre très influent de Alerte RDC et qui influence très positivement la province de Maïndombe.